Participation à la deuxième édition du Global Gateway Forum édition 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec Massad Boulos, vous le savez, le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis, a salué l'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son homologue rwandais pour l'émissaire du président Trump. Il s'agit d'un geste positif pour atteindre les objectifs de paix et de stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des précisions dans ces reportages. L'adresse directe du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue rwandais lors du Global Gateway Forum à Bruxelles est un geste positif pour atteindre les objectifs de paix et de stabilité dans la région. Cette réaction est de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, qui s'est entretenu avec le chef de l'État dans la soirée de ce jeudi 9 octobre 2025 en marge du Forum de Bruxelles. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Dans cet objectif de paix et de stabilité dans la région, l'émissaire du président américain Donald Trump garde espoir sur le processus de Doha qui, d'après ses propres dires, reprend dans quelques jours. Ils vont très bientôt relancer les discussions, le dialogue. Je crois que ça commence dans 3 jours. Ça reprend dans 3 jours. On est très optimiste. On espère, on fera tout et on donnera tout le soutien nécessaire à ce processus-là pour que ça réussisse et le plus tôt possible. Peu avant cette rencontre, c'est avec Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu. Les échanges ont porté notamment sur une coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité. Le président Tshisekedi a affirmé à son hôte que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne, à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. Insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions de l'armée rwandaise FDLR à déposer les armes et s'y rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Je voulais suivre le porte-parole de l'armée congolaise. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser des rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang.
Au total, 7 bateaux de pêche commandés en Espagne par le gouvernement congolais vont bientôt s'ajouter au premier lot déjà accosté au port de Boma. Le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga, a procédé sur place à Barcelone, en Espagne, à l'inspection en compagnie des experts techniques pour s'assurer du bon état de ces navires de grande capacité de production. Un commentaire signé Rodé Panda. C'est une promesse tenue. Le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga a séjourné dans la ville de Barcelone, en Espagne, pour inspecter les 7 bateaux de pêche les derniers. Dans sa suite, s'est trouvé un expert marin, Nsongo Mfuma Daniel, qui a participé à l'inspection, l'essai et au rapatriement et au convoi du premier lot de bateaux de pêche fabriqués en Égypte pour une assurance technique. En Espagne, au chantier d'Areza, à Portignol, dans la contrée d'Arecis. Le ministre Jean-Pierre Chimanga, guidé par le directeur général de l'entreprise Areza, a visité les 7 navires de pêche, dont 3 de 16 mètres et 4 autres bateaux d'une dimension de 12 mètres. Des explications claires fournies par le directeur général de Areza étaient plus que convaincantes et il s'est dit honoré de recevoir le ministre de Pêche et Élevage de la RDC venu se rassurer sur l'état de ces 7 bateaux. C'est toute la satisfaction du ministre Jean-Pierre Chimanga pour la rapidité avec laquelle l'entreprise Areza a réalisé cette commande. Ces chalutiers en état prêt pour l'exploitation n'attendent que la finalisation des formalités administratives pour l'expédition vers la RDC. Par ailleurs, les bateaux de 16 mètres de dimension seront affectés à la pêche côtière dans les eaux maritimes avec une capacité de production journalière de 35 tonnes de poissons, disposant aussi d'un système automatique de production de glace et de réfrigération, et ceux de 12 mètres de dimension destinés aux eaux laquistes et aux maritimes pour une production estimée à 15 tonnes de par jour. Ces bateaux, commandés par le gouvernement de la République, permettront de migrer vers l'industriel conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans son volet de lutte contre l'insuffisance alimentaire. Ces 7 navires de pêche vont s'ajouter autres qui se trouvent déjà au port de Boma dans le Congo central. Le tout dans l'objectif de donner aux Congolais une alimentation saine. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Mbadou, a échangé avec la diaspora congolaise vivant en Occident. Leurs échanges ont tourné autour de leurs rapports sur le développement de la République démocratique du Congo, nous dit Nanou Umba dans ses reportages. L'annonce d'un atelier d'évaluation au mois de novembre prochain, lequel permettra l'élaboration claire et nette d'une feuille de route pour la diaspora congolaise, a-t-il déclaré le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora à la délégation de la diaspora congolaise reçue au ministère délégué des Affaires étrangères, francophonie et diaspora, conduite par le député national Robert Nyondo Toko. Au cours de cette séance de travail, plusieurs points ont été débattus, notamment la valorisation des potentiels de la diaspora congolaise, le renforcement de liens entre celle-ci et les institutions de la République, la vision stratégique pour une meilleure intégration et la volonté ferme de contribuer activement au développement socio-économique de la RDC. Crispin Mbadou Panzo a réaffirmé son engagement du gouvernement central à accompagner les Congolais de l'étranger dans leurs initiatives en faveur du développement national. Bien avant, une délégation de la diaspora des États-Unis d'Amérique a échangé avec le ministre délégué aux Affaires étrangères, Crispin Mbadou Panzo, sur les défis et les opportunités liées à l'implication de la diaspora dans la vie socio-économique de la RDC, particulièrement sur la collaboration et la réalisation des projets concrets, a affirmé Dadi Djamba, président de la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique. Et à présent, je voulais suivre le message de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, à l'occasion de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Chers compatriotes, mesdames et messieurs,
très chères filles, le 11 octobre de chaque année, notre pays, la République démocratique du Congo, célèbre la Journée internationale de la jeune fille. Cette journée, ainsi proclamée par les Nations Unies dans sa résolution 66/170, n'est pas pour nous un moment de festivité, mais un moment de réflexion et de questionnement sur la condition de la jeune fille, suivant les thèmes internationaux promulgués. Pour cette 13e édition, le thème international retenu par les Nations Unies est « Les filles, moteurs de changement de première ligne à cas de crise ». De ce thème international, nous avons retenu les thèmes nationaux suivants. Éducation de toutes les filles au numérique, gage du développement de la RDC. Ce thème nous invite à réfléchir et à nous questionner sur la participation des filles dans les décisions qui les concernent, sur leur autonomisation et sur l'investissement dans leur éducation comme actrices de changement pour briser les cycles de la discrimination, réduire les violences et éradiquer la pauvreté. Cela ne doit pas aller sans le soutien et la collaboration des parents, des familles, des prestataires de soins, des garçons, des hommes et de la communauté tout entière. Ce thème nous invite à réfléchir sur l'investissement social, économique et politique en la jeune fille en vue de sa participation dans la résolution des cas de crise et dans le développement du pays. Et au ministère de l'Emploi et Travail, l'air est à la redynamisation et la modernisation à travers une plateforme numérique des services de l'Office national de l'emploi. Le directeur général de cet établissement public a présenté à Ferdinand Massamba l'état de lieu de développement de ces projets qui rentrent dans les cadres de nouvelles réformes conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Willy Atunakov et José Baïtombo dans ce reportage. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, a présidé mercredi 8 octobre en son cabinet de travail une séance de travail sur la présentation par le directeur général de l'Office national de l'emploi, Fano Beyangombe, de l'évolution de la plateforme numérique des services d'intermédiation de cet établissement public. C'était en présence du secrétaire général à l'emploi et au travail et de quelques membres de son cabinet ministériel. Quel est l'impact de la numérisation des services de l'ONEM sur les demandeurs d'emploi et les entreprises? Une innovation apportée par l'actuelle direction générale dans le cadre des nouvelles réformes de la redynamisation et la modernisation des services publics. Les experts techniques de l'ONEM expliquent. La technologie est en train d'évoluer et nous devons aller ensemble, la main dans la main avec la nouvelle technologie. Voilà pourquoi l'ONEM a voulu, par rapport à ces réformes, et surtout par rapport au dynamisme du nouveau comité de gestion, pour que nous puissions arriver maintenant à digitaliser ce travail-là. Ce système a été conçu pour permettre aux demandeurs d'emploi de s'enregistrer de manière autonome et à distance. Si le demandeur présente certaines facilités numériques, mais aussi il peut se faire accompagner à travers nos différentes agences. Ici est vraiment de noter que c'est une panacée parce que figurez-vous une personne qui se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible. Notre pays a une taille continentale, alors il peut se rapprocher de l'offre via cet outil numérique qui est notre portail électronique. C'est, je répète encore, www.onem.cd. Rappelons que l'ONEM a entre autres pour mission de promouvoir l'emploi et réaliser la meilleure organisation du marché de l'emploi en RDC. La directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise vient de signer un protocole d'accord liant son entreprise aux télédistributeurs sur la perception de la redevance audiovisuelle sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, nous dit Gaëtan Magalano dans ses reportages.
En présence du ministre de la Communication et des Médias, la directrice générale de la RTNC a apposé sa signature au protocole d'accord liant son entreprise aux télédistributeurs sur la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. Dans son allocution, le ministre Patrick Mouyaya a rendu hommage au président de la RDC pour son engagement indéfectible qui a rendu possible la signature de ces protocoles historiques. Cet instant est l'aboutissement d'un travail méthodique, celle de la traduction concrète d'une volonté politique ferme, celle de transformer une obligation légale en un mécanisme opérationnel transparent et soutenable. Depuis son adoption le 25 juin 2011, la redevance audiovisuelle est reconnue comme une source stratégique pour le financement de l'audiovisuel public, au premier rang duquel se trouve la télévision nationale. Pour sa part, la directrice générale Sylvie Elengue Niembo a salué l'implication du chef de l'État et du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. C'est un moment très important pour la vie de la RTNC. Nous avons amorcé un pas décisif dans la matérialisation de la collecte de la redevance à travers la signature de ces protocoles d'accord avec les télédistributeurs. Aussi pour les agents de la RTNC, la voie est ouverte maintenant parce qu'avec les télédistributeurs qui sont en grand nombre, nous avons signé aujourd'hui et nous pouvons comme ça entrevoir déjà des projets grâce à ces soutiens qui proviendraient de nos partenaires. Le télédistributeur présent n'ont pas caché leur satisfaction. Le directeur de ressources humaines de BlueSat s'en est fait le porte-parole. La signature d'aujourd'hui vient après une conciliation. La conciliation a pris beaucoup de temps et finalement, aujourd'hui, nous avons abouti à la signature de cet accord parce que les deux parties ont réussi à se mettre d'accord. Il convient de préciser que cette signature intervient consécutivement à la communication du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 13e réunion du Conseil de ministres sur le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. Cette communication a permis au gouvernement, à travers le ministère de la Communication et des Médias, d'approfondir la question en commission. Celle-ci a ensuite fait l'objet d'une décision adoptée lors de la 53e réunion du Conseil de ministres tenue le 25 juillet 2025. Et la campagne Pas d'école sans banc initiée par le service national se poursuit à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. L'école Athénée vient de réceptionner des bons pupitres dont des mains des ex-Kuluna, appelés aujourd'hui bâtisseurs sous la supervision du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Cédric Edina pour d'autres détails. Perché au cœur de Katouba, l'Athénée de Lubumbashi, construit à l'époque coloniale, conserve à ce jour les mythes qui l'entourent, du moins, plus ou moins. Les mythes est celui d'un véritable creuseur du savoir. Des générations de cadres se sont succédés ici. Mais hélas, aujourd'hui ces mythes semblent s'effriter. Des salles de classe sans infrastructure d'accueil, poussant les élèves à l'instinct de survie, placer des briques pour tenir face à la dureté de la vie scolaire imméritée. Comme un réveil, le service national, sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, apporte tout calcul fait. 1700 bancs sortis des ateliers de Kabulamiji, fabriqués par des mains autrefois perdues, aujourd'hui utiles pour bâtir la nation. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour est en train de se lever. L'espoir est né. L'Athénée répare sur de nouvelles bases. Fruit du travail vient d'améliorer de manière significative les conditions d'apprentissage de nos élèves. L'éducation n'est nullement une affaire des grandes agglomérations. Le camp militaire Vango a réceptionné 400 bancs pour les comptes du complexe scolaire de la 22e région militaire. La République réaffirme ici son rôle de garant de l'éducation. Prenons l'occasion de dire merci, commandant suprême des armées, qui fait de l'éducation pour tous les enfants congolais une priorité de son mandat. L'éducation n'est pas un luxe, mais un droit pour un peuple conduit par un État stratège qui s'appuie sur les savoirs. Et parlons journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année à Kinshasa.
Plusieurs activités ont été organisées pour sensibiliser la population du bien-être psychologique. D'autres détails dans ces reportages. Affiche son importance de la santé mentale, souvent négligée malgré son caractère crucial, au même titre que la santé physique. Cette journée mondiale de la santé mentale, avec des inédites, des hommes et des femmes marqués par de troubles mentaux, souvent isolés, parfois rejetés, mais toujours en quête de prise en charge. L'apport de tous est indispensable. La RDC fait face à un déficit criant des structures adaptées. Pour le docteur Jean-Bertin Epumba, secrétaire général AI à la santé publique et hygiène, il est temps de considérer les troubles psychiques avec la même urgence que les maladies physiques. Face à ces réalités, la couverture de notre pays en termes de services de soins pour la santé mentale, c'est autour de 5%. Ce qui fait que nous devons multiplier des efforts énormes pour améliorer suffisamment la couverture sanitaire de notre pays en service pour la santé mentale. De son côté, le docteur Gédéon Sambankanda, directeur du programme national de santé mentale, alerte à des statistiques. Un Congolais sur 4 serait concerné par un trouble mental. En République démocratique du Congo, nous devons faire un effort de changer de perception et de bien positionner encore la santé mentale au cœur du développement et de la résolution des conflits dans ces pays. Face à ces constats, le personnel de santé appelle au renforcement de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi les soins spécialisés. Briser le silence, c'est reconnaître que chacun a droit à un accompagnement digne pour vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, déjà meurtri par des violences, fait désormais face à une crise sanitaire alarmante à Bukavu et Goma. Les structures de santé sont à bout de souffle, rupture de médicaments, fuite du personnel et afflux massif de blessés. Le comité international de la Croix-Rouge alerte sur cette situation critique aggravée par les désengagements de plusieurs ONG humanitaires, nous dit Toto Sungo dans ses reportages. Manque criant des médicaments et fuite du personnel soignant, les structures de santé du Nord et Sud Kivu vivent un calvaire suite à la persistance de l'insécurité et conflits armés. Face à cette situation, de nombreuses personnes blessées par armes, dont les enfants et femmes, peinent à se faire soigner. Le transfert des blessés vers les structures de santé appropriées est rendu difficile par les combats et les difficultés à passer les lignes de front. Certains patients doivent parcourir des longues distances à pied au péril de leur vie avant de trouver des soins adaptés à leurs besoins. La rupture de stock des médicaments reste persistante car beaucoup d'organisations humanitaires impliquées dans le soutien aux structures de santé ont dû réduire et même arrêter leur activité faute de financement à cause de l'insécurité et difficultés à traverser les lignes de front. Le CICR RDC, par son chef de délégation François Morillon, au cours de ce point de presse, a présenté cette deuxième évaluation menée dans le Kivu. Face à cette situation critique, il demande que des actions soient prises, des mesures adoptées et des mécanismes mis en place afin de prévenir l'effondrement des services de santé aux populations du Nord et du Sud Kivu. Respect plus strict du droit international humanitaire afin de garantir l'accès aux besoins des populations qui se trouvent sous le contrôle des différentes parties au conflit. Le CICR, en tant qu'intermédiaire neutre, se tient prêt à continuer à faciliter l'acheminement des médicaments à travers les lignes de front. Décédé le 1er septembre 2025 à Kinshasa, le professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, patriarche et l'un des pères fondateurs de l'ISTI. IFASIC et aujourd'hui UNICIC a reçu des hommages ce vendredi au cours d'une séance académique dans l'enceinte de cet alma mater. Yvette Mankoutima et Siande Ameka. La République démocratique du Congo a rendu un vibrant hommage au professeur Paul Malembe Tamandiak, figure emblématique de médias et père fondateur de l'enseignement en sciences de l'information et de la communication
dans les pays. Décédé le 1er septembre 2025 à Kinshasa, à l'âge de 88 ans, il laisse derrière lui un héritage intellectuel inestimable. C'est à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC, dont il fut fondateur en 1973, que la cérémonie d'hommage a eu lieu. Devant la communauté universitaire et scientifique, le professeur Jean-Marie Vianney Longonia, secrétaire général académique de cette alma mater, a retracé la vie du patriarche, tandis que le recteur, professeur émérite Jean Kambaï Boacha, a livré une oraison funèbre, saluant la rigueur, la passion et la vision d'un homme qui a sémé les graines de l'excellence informationnelle en République démocratique du Congo. Moment fort de cette douloureuse séparation, le dévoilement du buste par le professeur. Moment fort de cette douloureuse séparation, le dévoilement du buste du professeur Paul Malembeta Mandiak par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, en reconnaissance nationale. Comme ancien étudiant, comme praticien de la communication, comme membre du gouvernement, il était de notre devoir de nous assurer que nous lui rendons les hommages bien mérités pour toute la contribution qu'il a apportée pour le pays, à la fois dans la formation de l'élite, mais aussi à travers toutes les œuvres scientifiques. La toge lui a ensuite symboliquement été posée par les recteurs de l'UNISIC, entouré de ses professeurs. Le tout premier rédacteur en chef de la radio-télévision nationale congolaise, sa mémoire a été honorée par le directeur général adjoint au nom de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elenge Niembo. C'est un grand complément aujourd'hui et la radio-télévision congolaise lui est reconnaissante ils sont là pour lui rendre compte. Son portrait ou passage a aussi été salué au bâtiment de ces médias publics où agents et cadres ont déposé de gerbes et de fleurs. Témoignages, émotions et reconnaissances ont rythmé cette séquence des mémoires. La première journée des hommages a débuté à la colline inspirée. C'est au lieu du savoir a accueilli la dépouille mortelle du patriarche pour une messe à la paroisse Notre-Dame de l'Université de Kinshasa, et ce, après la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires. L'ultime hommage national se tiendra au Palais du Peuple avant son inhumation, c'est samedi 11 octobre 2025, un dernier adieu à un bâtisseur, un maître, un homme d'impact. Et c'est l'essentiel avec ce journal coordonné par Angèle Mabiala, réalisé par Maxime Andropois et Mamita Bangoulou. Lievien Liobois, Jonathan Moubalama ont assuré la partie technique. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Paulette Lomba. Bon week-end chez vous.